Ah, le cinéma. C'est quand même fou les films quand on y pense. Un écran, une caméra, quelques acteurs, et d'un coup t'es dans le Far West, dans l'espace, dans un parc de dinosaures, ou au fin fond de Gotham. C'est vrai, ça nous fait voyager, ça nous fait rire, pleurer, stresser. Et le bien triomphe toujours, non? Non? Est-ce que vous connaissez Birth of a Nation? Ce film est considéré comme un monument du cinéma américain. Sauf que ce film, c'est la cause principale de la renaissance du Ku Klux Klan. Rien que ça. Adapté du livre de Klansman, Birth of a Nation nous montre une Amérique chaotique, post-guerre de sécession, en rejetant toute la faute sur, vous l'aurez deviné, les Noirs. Il les montre comme sauvages, violents, corrompus, responsables de la situation. Et à l'inverse, le KKK est montré comme un groupe héroïque, sauveur de l'Amérique blanche. Faut savoir qu'à cette époque, le clan est dissolu. Depuis déjà pas mal d'années, il n'existe plus aucun membre officiel. Sauf que lors de son avant-première en 1915, c'est le choc. Un succès gigantesque. Les salles sont pleines partout. Dites-vous que c'est un succès tel que Woodrow Wilson, le président de l'époque, a voulu une diffusion privée à la Maison Blanche. Mais outre le président, ce sont des millions de personnes qui découvrent cette vision du monde mise en scène comme une vérité. Et c'est William Simmons qui, en voyant la popularité du film, sauta sur l'occasion. Ils ont repris l'esthétique, robe blanche, croix brûlée, et rassembla une trentaine de personnes et ensemble, ils refondirent le Ku Klux Klan moderne. La suite, vous la connaissez. 10 ans plus tard, le KKK, c'est 6 millions de membres. Le Ku Klux Klan renaît. Pas à cause d'une loi, pas à cause d'un politicien, mais à cause d'un film. Et même aujourd'hui, en fait, ce film, il a encore des répercussions. Il a posé une sorte de norme du cinéma sur comment représenter des personnes afro-américaines à l'écran. Et alors évidemment, aujourd'hui, c'est plus autant explicite, mais son héritage est bien réel, et c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Comment le cinéma a construit notre vision du racisme. Bienvenue dans l'Amérique des années 1910. Le cinéma américain existe depuis seulement quelques années, et Hollywood est encore en train de se construire. Les rôles pour les personnes noires semblent déjà bien fixés. Domestiques, criminels, esclaves, sauvages, et à peu près rien d'autre en fait. Et quand on regarde les images de l'époque aujourd'hui, ça paraît tellement absurde qu'on a presque du mal à croire que c'était considéré comme quelque chose de normal. Et il faut comprendre un truc, c'est qu'à cette époque, même si l'esclavage a alors été aboli depuis un peu plus de 50 ans, les États-Unis vivent encore sous la ségrégation. Noirs et blancs vivent séparés. Pas les mêmes écoles, pas les mêmes quartiers, pas les mêmes lieux publics, parfois même pas les mêmes trottoirs. La plupart des familles blanches ne connaissent donc presque aucune famille noire personnellement. Et alors le cinéma, la télévision plus tard, les journaux, les histoires, les on-dit, ça devient le principal moyen de voir et de comprendre les noirs. Pour beaucoup de spectateurs blancs, voir un personnage noir uniquement comme un serviteur ou un criminel, c'est pas vu comme du racisme. C'est juste logique. Et c'est dans ce contexte que grandiront des grandes figures pour les droits civiques, comme Rosa Parks, Malcolm X ou encore James Baldwin. And in the moment you are born, since you don't know any better, every stick and stone and every face is white, and since you have not yet seen a mirror, you suppose that you are too. Comes the great shock to discover that Gary Cooper killing off the Indians when you were rooting for Gary Cooper, that the Indians were you. Au final, une des causes du racisme du XXe, c'est l'ignorance. Évidemment, les premiers à s'en rendre compte, ce sont les Noirs eux-mêmes. Alors certains vont essayer de raconter autre chose, leur propre histoire. En 1916, des compagnies indépendantes commencent à produire ce qu'on appellera les race movies, des films avec des castes entièrement noirs. Et au centre de tout ça, il y a un homme, Oscar Micheaux. Et le plus fou avec Micheaux, c'est que rien ne le dessinait au cinéma. Le type travaille dans des wagons-lits, puis il devient fermier dans le Dakota du Sud. Et c'est dans cette ferme qu'il va commencer à écrire des romans inspirés de sa propre vie d'homme noir aux États-Unis. Son plus gros succès, c'est The Homesteader, le fermier, qui marche suffisamment bien dans la communauté afro-américaine pour que Hollywood commence à s'y intéresser. Et là, Micheaux, il a une réflexion très pragmatique. Il se dit, si je les laisse raconter mon histoire, ils vont clairement la déformer, c'est donc tout seul qu'Oscar se débrouillera.
Et ça va marcher, puisqu'il deviendra le premier grand réalisateur-producteur noir américain de l'histoire. Au total, c'est une quarantaine de films qu'il réalisera, presque tous pensés comme une réponse directe aux stéréotypes de Birth of a Nation. Il disait lui-même « Une des plus grandes tâches de ma vie fut de montrer que l'homme noir peut être n'importe quoi ». Avec Michaud et les Race Movies, on voit apparaître une autre manière de représenter les Noirs américains, une autre image, une autre narration, une autre vision du monde. Mais évidemment, sans argent, sans distribution, sans accès aux grandes salles blanches, impossible de rivaliser avec Hollywood. Et avec le temps, une immense partie de ces films disparaît. Sur la totalité des Race Movies produits, soit 500, c'est moins de 20% qui existent encore aujourd'hui. Mais alors, pourquoi Birth of a Nation survit, mais pas eux? En réalité, Hollywood commence déjà à suivre une logique extrêmement simple. Les films qui marchent, c'est pas ceux qui contredisent le public qui apportent des nouvelles idées, ce sont ceux qui le confortent. Une histoire noire devient alors acceptable seulement si elle ne dérange pas le regard blanc. Mieux encore si elle lui rassure, si elle lui donne un rôle. Et forcément, si on veut changer les mentalités, il faut d'abord changer ce qu'on montre à l'écran. That I present the Academy Award for the best performance of an actress in supporting roles during 1939 to Hattie McDaniel. Pour beaucoup, c'est 1940 qui marque ce premier pas vers le changement. Pourquoi? Parce que cette année-là, on a Hattie McDaniel. Et Hattie McDaniel, c'est la première femme noire qui reçoit un Oscar pour son second rôle dans Autant n'emporte le vent. Et même aujourd'hui, des décennies plus tard, on a encore des politiciens qui brandissent ça comme une preuve de générosité américaine, de grands progrès. By the way, how bad were the Academy Awards this year? You said, let's get Gone with the Wind. Can we get like Gone with the Wind back, please? Sauf que vous vous en doutez, c'est pas si évident que ça. Autant n'importe le vent se passe, encore une fois, durant la guerre de sécession, dans une grande famille sudiste. Et Hattie McDaniel joue, vous l'aurez deviné, la servante. C'est l'exemple type du rôle stéréotypé noir, c'est le personnage de la mamie, celui qu'on retrouve probablement le plus souvent. C'est la servante, fidèle et maternelle, utilisée pour faire croire que les personnes noires étaient heureuses de servir les blancs. Loin de la vérité, McDaniel disait elle-même « Je préfère jouer une servante que d'en être une ». Et ça, c'est le personnage de la mamie, mais il y en a bien plus. Le Tuck, par exemple, c'est le danger des rues et la criminalité pour justifier la violence policière et le contrôle. La minorité magique, lui, c'est un personnage plus moderne, un personnage sage et surtout qui existe seulement pour aider le héros blanc à grandir moralement. Sans aucun fond ou développement. Just think about it. Don't you find it just a little odd that the magical Negroes never used their expertise to help themselves? If Michael Clark Duncan was so magical, why didn't he just rub himself out of prison? Or if Will Smith was so good at golf, why didn't he just win the golf tournament himself? He could have told Matt Damon, how about you go goodwill hunting for another sport, bitch? Même les rôles qui paraissent positifs enferment souvent dans une image. L'athlète noir est admiré pour son physique, jamais pour son intelligence. Et ça renvoie à l'époque où les personnes noires n'étaient considérées que comme bonnes à travailler. Et pour les femmes noires, Hollywood recycle depuis longtemps deux figures. La Saphir, la femme agressive, constamment en colère, et la Jezebel, hyper sexualisée. Un cliché utilisé pendant des siècles pour justifier les violences sexuelles. But let me have your precious white body just once. Chacun de ces stéréotypes ont un but bien précis. Former, d'une certaine façon, l'imaginaire du spectateur. Jeez, look at those two. They're going at each other like an Italian guy and a black woman. Hey, you can't park here! Excuse me? En me basant sur ces archétypes, je me suis amusé à regarder ce que ça donnait sur l'ensemble des acteurs noirs gagnants et nominés aux Oscars depuis sa création. Et le résultat est assez fou. Sur les 21 Oscars gagnés par des personnes afro-américaines, ce sont les 12 qui correspondent à des stéréotypes clairs. C'est plus d'un Oscar noir sur deux qui récompense un rôle directement lié à un de ces stéréotypes. Et c'est seulement depuis 2015 qu'on voit beaucoup plus de rôles complexes, politiques et nuancés. Chez les actrices noires, le phénomène est encore plus marqué. Avant le tournant des années 2000, il n'existe aucune victoire féminine noire qui n'échappe totalement à ces archétypes. Et même depuis, ça n'évolue que trop lentement.
On a bien eu Jennifer Hudson dans Dreamgirls, ou Regina King dans If Beale Street Could Talk, That child is coming. ou encore Angela Bassett dans Black Panther Wakanda Forever. The king is dead. On commence à voir des personnages plus ambigus, plus complexes. C'est pas des ruptures totales, on va pas se mentir, mais au moins, la tendance semble aller dans le bon sens. Donc voilà ce que l'Oscar récompense en 1940. Ce personnage-là, ce stéréotype, cette image d'esclave heureux de servir, faisant partie de la famille. Derrière une image de progrès, Hollywood met en fait en avant certaines figures noires, celles qui sont rassurantes, polies, intégrables, celles qui ne menacent pas l'ordre établi. Et encore, je vous ai pas parlé de tous les problèmes qu'elle a eu avec cet Oscar. Elle n'a pas le droit d'assister à la première du film à Atlanta. Et pour la cérémonie des Oscars à Los Angeles, il faudra insister longuement pour qu'elle puisse rentrer. Et elle sera escortée vers une petite table au fond, celle qui sert à stocker les trophées. Hollywood lui tend une statuette d'une main, et de l'autre, il lui rappelle exactement la place qu'il lui réserve. Car c'est précisément bien plus sur sa politique et son message qu'un film gagne un Oscar, puis atteint des millions de personnes. Et c'est là qu'on arrive peut-être au mécanisme le plus important de toute cette vidéo. Le véritable fil rouge qui relie Birth of a Nation à Autant n'emporte le vent, en passant par des films plus récents, comme Green Book ou La couleur pourpre. Parce qu'au fond, tous ces films, ils montrent pas seulement les noirs d'une certaine manière, ils montrent aussi les blancs d'une certaine manière. Le sauveur blanc. I have done more for the African American community than any president. Tonight I saved your ass. So show a little appreciation, maybe. Le white savior, c'est l'idée qu'une personne noire ne peut accéder à sa liberté, à sa dignité ou à sa réussite qu'à travers l'aide morale d'un blanc différent des autres. Hey! 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 So, this is a total lack of respect. You are a white teacher in a black school. I am not Hillary Swank and Freedom Writers. You are Hillary Swank and Freedom Writers. Le principe est toujours un peu le même. Un personnage noir souffre d'un système raciste. Et au milieu de tout ça, arrive un blanc imparfait. Parfois même raciste au début, mais avec un bon fond. Et il vient littéralement sauver le racisme. C'est un cas qu'on retrouve très souvent. The Blind Side, The Freedom Writers, ou même Avatar. Je veux dire, le blanc qui devient meilleur Navi que les Navis, quoi. Et le problème, c'est qu'avec ce récit, c'est pas seulement qu'il est cliché, c'est qu'il réécrit complètement l'histoire. Quand on pense esclavagisme et abolition aux États-Unis, on pense à qui? Lincoln. Pourtant, Harriet Tubman existait, Frederick Douglass existait, mais il n'y a aucun monde où ils sont plus retenus et cités que le fameux président héroïque. Les esclaves se libéraient déjà eux-mêmes, et je peux vous garantir que les premiers abolitionnistes noirs, ils n'avaient pas besoin qu'on leur explique que l'esclavage était mauvais. Mais dans l'imaginaire collectif, quand on pense abolition, on pense Lincoln, le héros blanc. Alors que lui-même disait au début de la guerre que son objectif principal était de préserver l'Union, que s'il fallait ne pas libérer les esclaves, il l'aurait fait. Le récit dominant ressent constamment le regard blanc comme moteur moral de l'histoire. Le noir ou la minorité devient un outil de rédemption morale, parce qu'un système ne peut pas se voir comme profondément injuste, tout en continuant à croire qu'il est fondamentalement bon. That America is the greatest place on earth. I just jumped out of the way. Oh, I almost got hit by the car my fucking self. There are people, bodies laying on the ground right now. And there was a woman laying there, hardly breathing, and they ended up rolling her over and she died. Et le plus fou, c'est qu'à force, ces images finissent par paraître naturelles. George Floyd devient alors un homme sous influence, capable à tout moment de déraper. Ahmaud Arbery courait pour sa vie, et dans les yeux des policiers, il devient une bête. Comme si être noir suffisait déjà à créer une menace implicite. Le cœur du racisme, c'est le déni. You cannot deny we live in a world where people see a black man and they're more likely to think, oh, I might get robbed. Et cette logique ne disparaît jamais vraiment, elle évolue. Parce qu'Hollywood adore les histoires de racisme, à une condition, que le spectateur blanc puisse en sortir rassuré. Si ces films sont mis en avant, que ce soit par les Oscars ou autres, c'est pas un hasard, ils ont un message. Ils disent ce qui est, qui tu peux être, et qui dans ce monde-là a le droit d'être le héros, ou pas. Ces films ne protègent pas seulement une image des Noirs, ils protègent surtout l'image que l'Amérique blanche a d'elle-même.
Quand Sidney saute du train, les blancs progressistes en ville ont été très soulagés, très heureux. Mais quand les noirs l'ont vu sauter, ils ont crié « Remonte dans le train, espèce d'imbécile !» Les noirs sautent du train pour rassurer les blancs et leur faire savoir qu'ils ne sont pas haïs, que bien que coupables d'erreurs humaines, ils n'ont rien fait qui leur vaudrait d'être détestés. Au fond, cette vidéo pose peut-être une question plus simple qu'il n'y paraît. Pas seulement est-ce que les films sont racistes, mais comment apprend-on à regarder quelqu'un? Parce qu'un regard, ça s'éduque. Et pendant plus d'1 siècle, le cinéma américain a appris à des millions de personnes à voir les Noirs d'une certaine façon, comme des domestiques, des criminels, des menaces, des sidekicks, ou parfois, et c'est peut-être le plus pernicieux, comme des symboles rassurants de réconciliation, mais rarement comme des êtres humains complets. La race, ça n'a pas toujours existé. Avant de traverser l'Atlantique de force, c'était des Fula, des Igbo, des Wolof, des Mandinka. La race, c'est pas à propos de la couleur de peau, mais à propos de l'esclavage. Et le plus troublant, c'est que ces images finissent par devenir invisibles, ancrées en nous comme si elles avaient été toujours là. Mais elles ont été écrites, construites, répétées. Quelqu'un les a pensées, quelqu'un les a financées, quelqu'un les a filmées. Au final, si vous regardez les différents films oscarisés parlant de racisme, c'est un point qu'on retrouve souvent. Soit ils se concentrent sur l'aspect individuel, un bon blanc, un mauvais blanc, une leçon apprise, soit ils se sentent obligés de rappeler que les personnes racisées sont aussi un peu racistes. Soit ils se passent dans une époque révolue pour dire « On en a fait du chemin quand même, on peut être fiers de nous. Le racisme, on l'a vaincu ensemble. » Parce qu'au fond, personne n'a envie de se voir comme le problème. En attendant, le système, lui, ne bouge pas. Le racisme fonctionne rarement comme on l'imagine, pas seulement par la haine, mais par simplification. On ne voit plus une personne, on voit une catégorie. On ne voit plus une histoire, on voit un rôle, déjà écrit à l'avance. Et vous allez me dire, ok, et alors, on est condamné, on peut plus regarder le film, c'est ça? Non, évidemment non. Le truc, c'est juste de ne pas prendre ça pour acquis, de multiplier les sources, les films faits par des gens concernés. Et de ne pas laisser Hollywood et sa statuette décider tout seul de ce que le racisme c'est. Et la question reste entière. Qu'est-ce qu'on choisit de regarder? Qu'est-ce qu'on accepte comme normal? Parce que si les images peuvent apprendre à réduire quelqu'un en caricature, elles peuvent aussi faire l'inverse, redonner une complexité, une humanité, un visage. Permettez-moi pour finir de faire une nuance importante. Nous ne sommes pas des descendants d'esclaves. Nous sommes les descendants d'êtres humains nés libres, puis réduits en esclavage. Je vous remercie. Et peut-être qu'au fond, voir réellement quelqu'un, c'est déjà refuser une partie du racisme. Enfin bref, à méditer.